Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec les actus. Et ouais, déjà une petite dédicace, félicitations aux nombreux supporters qui ont couru le marathon de Toulouse ce dimanche. Il y en avait pas mal, notamment combien de places qui a fait le semi-marathon, donc bravo à lui. Fred, ton temps sur le marathon, c'était combien? 4h32. Un déambulateur, c'est chaud, hein, franchement, respect à toi. C'est ça. Tu rigoles, mais Les dans les... premiers de ma catégorie. J'ai niqué tous les mecs en fauteuil parce que j'étais pas en fauteuil. Comment enchaîner après ça? Moi, je sais que quelqu'un dans l'équipe a fait plus ou moins le marathon. Suivez mon regard. J'ai assuré le ravitaillement Vélib, 30 km de Vélib dans Toulouse. Je peux dire ça fait les cuisses. Ah, faut y être quand même, faut le faire. Hein. Mais au moins, mon ami, il a fait 3h01. Donc, félicitations à lui. Joanne, si tu m'entends. Sur 10 km, c'est peu, mais... On va enchaîner avec les internationaux. Il y en a un paquet d'internationaux qui sont partis. On va commencer avec Guillaume Rest qui est en équipe de France U21, amico face à l'Italie et l'Allemagne le 15 novembre et le 19 novembre. On va continuer chez les jeunes et l'équipe de France puisqu'on a Ilyes Arach, Noah Djouma et Noah Lamadi qui sont en équipe de France U20 avec un stage à Marbella et 3 amicaux pour préparer la future Coupe du Monde U20. Ça sera contre la Corée du Sud, le Danemark et les USA les 14, 16 et 18 novembre prochains. Chez les jeunes toujours. En une équipe de France U19, c'est Mathis Niflor et Dayan Metali qui sont convoqués. Ils font le tour de qualification à l'Euro, un petit peu le même système que les U17 il y a quelques jours. Les 2 premiers seront qualifiés en tour élite. Ça se joue en Écosse. Il y aura un match contre le Liechtenstein, c'est demain, le Pays de Galles le 16 et l'Écosse le 19. Ça devrait quand même plutôt le faire pour le coup. Et après, on a d'autres jeunes avec Charlie Cresswell qui avait les espoirs anglais avec des amicaux contre l'Espagne vendredi et les Pays-Bas lundi. Et là, on a un nouveau. Ouais, on a Warren Kamenzi qui a rejoint Aaron Donum avec la Norvège pour la première fois donc pour la Ligue des Nations. Il sera contre la Slovénie, contre le Kazakhstan, jeudi pour la Slovénie et dimanche pour le Kazakhstan. On espère qu'il aura quelques minutes de jeu, notre ami Warren Kamenzi. On a toujours Vincent Siroc avec la Suisse. Lui, il affrontera la Serbie et l'Espagne. Ça va être très chaud. La dernière fois, il n'était pas beaucoup rentré. Je ne sais pas si sur ces 2 matchs, enfin peut-être le premier, mais le deuxième, ça va être un petit peu compliqué face à l'Espagne. Et puis on a Mark McKenzie aussi. Ouais, on va traverser traverser l'Atlantique, la Ligue des Nations de la CONCACAF, c'est les quarts de finale, ça se joue en aller-retour, ça sera contre la Jamaïque, donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour le match aller, et le retour dans la nuit de lundi à mardi. Autre sud-américain, Gabriel Suazo, suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, déplacement au Pérou dans la nuit de vendredi à samedi, puis réception du Venezuela de Christian Cáceres dans la nuit du mardi à mercredi. Cáceres justement, toujours pour les qualifications, ça sera la réception du Brésil jeudi soir et donc le match contre le Chili. Ouais. Et là, encore un retour. Ouais, Zachar Aboukhal qui est de retour en sélection puisqu'il remplace quelqu'un qui est blessé. Donc les 2 derniers matchs pour la qualification de la CAN 2025, déplacement au Gabon. Le Gabon de Babika vendredi soir et réception du Lesotho lundi soir pour Zakaria. Donc Xavi affrontera du coup le Maroc et sera en déplacement en Centrafrique lundi soir. Et pour finir, Franck Magri qui est en déplacement en Namibie demain avec le Cameroun et réception du Zimbabwe mardi prochain à 14h. Eux ont le droit de jouer l'après-midi par rapport aux autres. Et Franck Magri, on a appris qu'il était absent parce qu'il aurait apparemment enterré sa grand-mère. C'est Aller les Lions sur X qui nous a donné l'information. Donc voilà, ça n'a pas été annoncé par le club, donc à prendre avec des pincettes quand même. Mais c'est pour ça qu'il n'était pas là, qu'il était retourné au Cameroun un petit peu plus tôt. Comment ? Il y a eu des photos. Il y a eu des photos ? J'ai pas assez suivi tout le truc, ok d'accord, donc c'est sûr et certain. Ok, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des pincettes quand même. En tout cas, il n'y a pas eu de communiqué, donc je pense qu'il voulait aussi qu'on respecte sa vie privée, je pense aussi. Et on pense fort à lui, en effet. On va passer à la préfo, à la formation avec l'Académie Vincent, la N3 qui est victorieuse ce week-end. Et oui, victoire 1-0, but de Zuliani, jouait le leader bassin Arcachon FC à Arcachon, donc belle perf, le TFC passe deuxième, on a un trio de tête maintenant, on a Canet qui est devant le TFC au goal average et Arcachon qui est troisième au goal average. On a aussi Bayonne qui est à peine derrière. On a un groupe de 5 qui est en 3 points. Ça va être serré jusqu'au bout pour cette montée en National 2. Chez les U19, un peu le même scénario puisque victoire 3-2 à Monaco, doublé d'Ismaël Silla-Touré et but de Zema. Le TFC passe leader du coup, un point d'avance sur la Ajaccio qui a perdu. Il me semble que l'OM est toujours en embuscade aussi avec un match en retard, mais ça sent quand même bon, sachant que là, les 2 premiers sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France. Par contre, un U17 défaite 4-2 à Marseille. Marseille qui est leader, doublé d'Ayman Amaouche qui est en forme, qui est sélectionné aussi en équipe de France U16. Le TFC tombe à la 9e place, à 8 points de la 2e place potentiellement qualificative pour les phases finales. Mais il y a quand même un match en moins, donc rien n'est joué encore. Mais pour le coup, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'an dernier, chez les jeunes, ça va quand même beaucoup mieux. Parce que l'an dernier, on a eu quand même un sacré passage à vide en début de saison.
Là, pour les coups, on a quand même souvent des victoires et on a quand même les 3 équipes qui sont plutôt confortablement installées. Tu suis Max un petit peu les jeunes ou pas forcément de loin peut-être les résultats, je sais pas. Toujours un petit œil quand même dessus par rapport au réseau, etc. On suit un peu comme les féminines. Mais après, je suis pas super actif. Mais on aime bien voir quand même ce que ça donne en dessous les 19, curieux 16, quand même voir de s'il n'y en a pas regarder, une de pépites, comme Guillaume Reste. Et puis derrière, ça suit là maintenant. Donc Ouais. Niflor, souvent les gardiens, on est bon quand même. Ouais, c'est vrai Après, il y a que 2-3 attaquants quand même qui arrivent là, qui poussent. oui, il y a les Silla Touré, ça marque très souvent. Thibaut Négré aussi, ça marque aussi souvent, qui est pas mal. Le Bordelais qui est arrivé, je me rappelle plus, avec la N3. J'ai plus son nom. Ouais. Comment Non. Laurent Koscielny. Non. Oui, c'est lié. Enfin, il y en a Amchar. ouais, Amchadi. Amchadi, bon bref, c'est enfin, pas- il y en a 2-3 qui arrivent et qui sont jeunes et qui sont pas mauvais aussi. Après, il faut les garder, quoi. C'est ça le problème. Exactement, puis il faut qu'ils passent aussi le step. Parce Oui. que être bon en N3 ou en U19, c'est pas forcément être dit que tu es bon en pro aussi. On salue Maxime Pélican. Putain, j'y pensais totalement à lui en plus. La pépite. On va passer au féminin et on va appeler le coach dans quelques instants. Mais avant d'appeler le coach et de lui poser toutes les questions, parce qu'on l'aura pas en vocal, on l'aura en direct. Mathilde était au match et une victoire 5-2 du TF face à Nice. Tout à fait. Et pour remettre un peu dans le contexte, c'était un match assez important parce qu'il n'y avait que 4 points qui séparaient Ouais. les deux équipes. Donc si Nice gagnait, quand même, se rapprochait fortement du TEF. Et Nice sortait d'une victoire 1-0 contre Marseille à domicile. Donc on s'attendait à un match plutôt serré et un match intéressant. Et le TEF s'est rendu le match facile avec une ouverture de score très rapide à la 5e minute. Il y a les vidéos un peu des buts qui tournent sur Ouais. les réseaux si vous avez l'occasion d'aller les voir. Et ensuite, la Passos qui double la mise aussi rapidement, je crois vers la 10e. Mais après, on a senti un peu l'inexpérience de la défense du TEF. Nice arrive à égaliser rapidement sur une erreur défensive. Une ancienne Toulousaine, Anastasia Soulac, récupère la balle et va marquer pour le 2-1. Et ensuite, sur un corner mal dégagé, 2-2. Là, moi, j'ai craint le pire un peu. Je me Parce suis qu'on avait une dit, défense expérimentale, vu toutes les blessures ouais, qu'il y avait. c'est ça, tout à fait. La charnière centrale, c'était leur première titularisation en D2, pas que cette saison, vraiment de leur carrière, entre guillemets. Donc à 2-2, j'ai eu quelques suées froides un peu. Mais non, au final, offensivement, le TEF, c'est vraiment peut compter sur ses forces offensives. Et à la mi-temps, il y avait 4-2. Donc se sont rendus le match facile grâce à leurs individualités offensives, je trouve. Donc ouais, il y a eu du beau spectacle, parce qu'il y a eu des buts. Moi, je sais que tu m'as envoyé des messages pour me tenir au courant. J'avais pas le temps de lâcher un tweet qu'il y avait déjà un deuxième but qui était marqué ou quoi. Donc C'est ça, ouais. Donc, Il y a eu du spectacle, il y a eu des belles phases. De toute façon, dès que Solané ou Altunkola touche la balle, il se passe souvent quand même quelque chose. Et puis Marie Simati, la gardienne, qui fait aussi une ou deux parades importantes pour bien maintenir le TEF dans le match. tu nous disais que la passeuse, pas la passeuse, Solané, pardon, quand elle touche le ballon, c'est quand même ça éclaircit, quelques éclaircies, on va dire, dans, Ouais, dans tout à ce fait. On milieu de le terrain. voit sur le deuxième but de mémoire où la Passouz cherche Solané en point d'appui dans la surface. Petite remise intelligente et derrière ça fait but. Celle qui met aussi le penalty. Tu sens, de toute façon que après elle est venue pour ça aussi. C'est la meilleure joueuse de D2 la saison passée, c'est pas pour rien. Et elle apporte quelque chose. Et avec Célène, c'est vrai que c'est très intéressant, ça combine bien et ça pose beaucoup de problèmes aux équipes adverses parce qu'on joue sans réel neuf. Les deux permutent pas mal, décrochent et je pense que les défenses centrales adverses sont un peu perturbées par tout ça. Et normalement, là, on a Antoine Gérard avec nos téléphones. Est-ce que tu es là, Je suis Antoine? là. Ah, super. Parfait. Comment ça va, Antoine? Ça va super. Et vous? Ben oui, ça va. Merci d'être avec nous. Du coup, on a un petit peu meublé. On a posé la question à Mathilde, elle qui avait un regard de supportrice, on va dire. Toi, en tant que coach, comment tu analyses ce match? Pour la première fois de la saison, je trouve qu'on marque le premier but un peu contre le cours du jeu, puisque Nice était venue très agressive et offensive sur les premières minutes. Donc on s'était pas du tout créé d'occasion avant le premier but. Et je trouve que du coup, en fait, cette efficacité un peu nouvelle pour nous nous a permis de rentrer dans le match, alors que habituellement on prend la possession, mais on a du mal à concrétiser. C'est un peu l'inverse qui s'est passé sur ce match-là, mais le fait de sentir qu'on pouvait marquer du coup sur chacune de nos offensives a donné de la confiance à l'équipe.
Une première mi-temps totalement folle, 2-0 rapidement, le 2-2, 4-2 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu leur as dit au vestiaire, Antoine, là, pour après cette première mi-temps un peu folle? On a juste essayé de recaler quelques éléments sur le plan défensif. On avait un petit peu de difficultés à gérer. Et après, c'était beaucoup juste de rigueur et de discipline parce que finalement, les buts que marque Nice, ce sont deux situations où on rend le ballon à l'adversaire plusieurs fois d'affilée, que ce soit sur l'action du 6 mètres de notre part ou le corner qu'on permet à Nice de rejouer 2 ou 3 fois jusqu'au centre qui amène le but. En fait, c'était réussir à limiter le nombre de possibilités qu'on donnait à notre adversaire, parce que si on arrivait à reprendre la rigueur qui justement faisait notre qualité sur les derniers matchs, ça aurait été plus difficile pour Nice de créer du danger, et ça s'est vu en deuxième mi-temps. Mathilde qui est avec nous, qui est une ancienne de tes jouets, c'est une petite question pour toi, Antoine. Salut Antoine. En voyant la compo, oui, en voyant la défense, Marine et Hortense, c'était leur première titularisation en défense cette saison. Je voulais savoir un peu comment tu as travaillé ta défense la semaine qui précédait le match de Nice, parce que forcément, les automatismes manquaient un peu. Salut Matt. Écoute, il y a eu la trêve avant, et pour le coup, dans ce contexte-là, ça a été bénéfique pour nous parce que ça n'a pas été une seule semaine, mais 2 à 3 semaines même de travail commun. Et là, sur la semaine qui a précédé Nice, les 4 ont joué ensemble toute la semaine, ont été associés sur chaque situation toute la semaine pour développer justement des repères. Que ce soit Marine ou Prune, elles ont plutôt l'habitude normalement de jouer à ce poste-là. Donc elles y sont confrontées toutes les semaines, mais Hortense, qui est quand même plutôt une numéro 6 de formation, a dû trouver une association et des repères avec Marine. On a eu du temps pour le faire et c'était bien. Et puis on a décidé de repositionner Chloé Marty, qui n'avait jamais joué à ce poste-là. Et pour le coup, le fait d'avoir 3 semaines pour la mettre à ce poste-là et développer des repères, notamment des repères défensifs, c'était vraiment bénéfique pour nous. Qui a été plutôt performante en plus. Tu verras par la suite, mais pour moi, elle était dans mes tops. Et puis son but a, je trouve, récompensé un peu son match où elle a des zones et elle se retrouve à la finition d'une action. Donc c'est top pour elle. Oui, tout à fait. Les 2 latérales, de manière générale, ont été efficaces face à, je pense, des éléments vraiment décisifs de l'OGC Nice sur le début de saison. Il fallait pouvoir gérer la vitesse un peu sur les côtés et jeu combiné, les 2 ont été performantes. Tu nous as parlé d'efficacité, c'est ce qui était un peu notre petit péché mignon, on va dire, en début de saison. Là, on a Luna Lapazous qui nous claque un triplé, qui enchaîne de semaine en semaine. Ça doit faire du bien aussi de voir ces offensifs se remettre dans le sens du but, et puis tout le monde en plus, parce que même si Célène ne marque pas, elle est quand même très importante aussi sur le match. En fait, c'est ça. Dimanche, c'est Luna qui brille, et je suis vraiment content pour elle. Et à d'autres occasions, ça a été Nivine, ça a été Célène. Donc, je pense que toutes, elles doivent se servir globalement des qualités intrinsèques des joueuses qu'elles ont autour d'elles. Luna, ce week-end, déjà, il y a des buts qu'elle s'est donné toute seule, notamment le deuxième qui est vraiment une action. Il y a un petit jeu combiné avec Tatiana, mais elle se l'est quand même créée seule. Mais sur les autres, elle est bien servie à chaque fois, dans les meilleures dispositions. Donc chacune joue son rôle. Et chacune brille au travers du collectif. C'est difficile sur les 8 premiers matchs de la saison pour nous de dire c'est elle qui a impacté notre projet depuis le début de la saison, parce que voilà, il y a des joueuses impactantes, mais elles sont plusieurs et on n'est pas dépendant d'une seule joueuse, et ça c'est très important. C'est ce qui fait un peu notre force aussi cette saison, en tout cas d'un regard extérieur, c'est ce qu'on remarque. On a vu aussi un changement de tireuse de penalty, puisque Célène n'a pas tiré le péno ce dimanche. C'était un choix de ta part? Sur le moment, parce que la hiérarchie des pénaltys est décidée avant les matchs, et Célène est numéro 1 là, sur les frappeuses. Mais en fait, j'ai essayé de protéger à ce moment-là l'efficacité du penalty, parce que Célène avait fait un effort monstrueux pour se le créer, ce penalty, toute seule.
et l'effort qu'elle avait engendré sur l'action qui précédait, même si elle méritait peut-être d'être récompensée, mais ça ne lui permettait pas d'avoir les ressources au max pour le frapper. Donc j'ai demandé à ce que ce soit une joueuse un peu plus fraîche mentalement, Tatiana, qui puisse le frapper pour rendre service à l'équipe de manière générale. Et Célène l'a très bien compris. Et puis ça a marché surtout, puisque Solané, pardon. Elle a marqué, elle a transformé son penalty. Le prochain adversaire, c'est Le Mans. On va au Mans. Elles sont secondes, donc c'est un point. Elles sont un point devant nous. Ça va être une grosse affiche de cette seconde ligue. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette équipe du Mans, Antoine? C'est une équipe qui est montée en D2 la même année que nous, il y a 3 ans, en passant elle aussi par les barrages. C'est une équipe qui a construit des repères vraiment très précis, des principes de jeu très clairs et établis depuis 3 ans, avec un coach qui travaille bien et un groupe qui change peu, même s'il y a eu un recrutement, je trouve, très qualitatif par rapport aux moyens qu'elles ont, très qualitatif cet été. Mais c'est un club assez stable dans son fonctionnement et c'est pas du tout étonnant de les voir à ce niveau-là cette saison. Moi, je trouve que avec le recul et en ayant observé tous nos adversaires là depuis le début de saison au travers des matchs qu'on peut récolter et des analyses qu'on peut en faire, Lens et Le Mans sont les 2 équipes les plus rigoureuses, les plus organisées et les plus efficaces du championnat. Donc elles méritent, je pense, d'être là. Ça va être un gros match pour nous ce week-end dans une ambiance particulière, parce que on parlait de l'engouement cette semaine avec le président que certains clubs en France arrivent à générer avec leur féminine. Le Mans arrive à faire 6500 personnes quand elles jouent dans le stade Marie-Marvin, qui a une capacité de 20-25 000, et elles font 600, 700 dans leur petit stade de la Californie dans lequel on va jouer ce week-end. Donc ça va être un gros match, un gros rendez-vous. C'est le tournant de ce bloc des 5 matchs, de ce second bloc des 5 matchs, ou pas forcément, c'est juste un match comme un autre? C'est un tournant si on considère qu'on doit monter en Arkema Première Ligue, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est dans la continuité de notre série qui doit nous permettre de rester là-haut et de continuer de jouer avec ambition. Voilà, on n'a pas la pression que certains clubs peuvent avoir de devoir monter absolument. Nous, ce sera un bonus en fait de rester dans le haut de tableau et de pouvoir y rester le plus longtemps possible. Mais en tout cas, merci beaucoup Antoine. Juste avant de finir, on a Fred qui a une dernière petite question qui est un petit peu hors match, qui est plus sur la division, Fred. Oui, bonsoir Antoine. Quelle est la différence entre la Ligue 2 aujourd'hui et la Ligue 2 la dernière fois où le TEF y a joué? Alors, bonjour Fred. La différence entre les adversaires qu'on rencontrait à l'époque et les adversaires qu'on rencontre maintenant, ou la différence entre notre équipe de l'époque et notre équipe de maintenant? Les deux. Quand on est monté en D2 à l'époque où Matt était avec nous justement, je pense que des filles comme Mathilde expérimentées du niveau, on n'en avait pas assez. On découvrait tout. Le staff découvrait, les joueuses découvraient. Je pense qu'on n'était pas prêts et pas prêtes à l'époque, et ça a mis un petit peu trop de temps à prendre pour pouvoir se maintenir, et les équipes à l'époque présentaient des effectifs à la fois plus expérimentés mais aussi plus riches qualitativement, même si on avait fait une bonne deuxième partie de saison. Et aujourd'hui, les jeunes qui à l'époque prenaient leurs premières minutes en D2 ont déjà 3 ans d'expérience au niveau national, D2, D3 puis seconde ligue. Donc elles sont plus performantes actuellement dans le championnat, et puis elles sont accompagnées par des joueuses qu'on pouvait pas encore se permettre de faire venir chez nous il y a 2 ans. Donc ça change à la fois l'image que nous on peut renvoyer en termes de jeu et le rapport de force qu'on peut avoir avec nos adversaires. Merci beaucoup Antoine, on te souhaite une belle soirée, on va te libérer, on espère te voir aussi au Danube une prochaine fois, parce qu'on a vu ton staff qui était dimanche. Ça balance. On espère que te croiser à l'occasion aussi, peut-être une fois après une belle victoire. En tout cas, dans le Danube, sache que ça a chanté TFC Première Ligue.
Voilà. Au stade aussi, hein, Antoine l'a entendu. Faut pas le chanter trop fort. Faut pas Bah. le chanter trop fort non plus. Pas trop tôt dans la saison, pas trop fort. On a chanté TFC Coupe d'Europe à une époque où on perdait 1-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire, donc tu sais, on peut chanter la TFC Première Ligue alors qu'on est bien positionné. Non, mais bien sûr. Mais en tout Pourvu cas, que ça merci beaucoup. génère de l'engouement au stade le plus possible et on se donne rendez-vous pour le 8 décembre au Stadium contre Lille. On espère vraiment en faire une belle fête. Mais ça sera une belle fête, on en est persuadé. En tout cas, merci beaucoup Antoine et bonne semaine et on se tient au courant pour la semaine prochaine et bon match surtout face au Mans en Bonne fin espérant les d'émission 3 à points. toutes et tous. Merci. À bientôt, ciao. Salut À bientôt. C'était Antoine Gérard avec nous, le coach des féminines, le coach de la D2 du coup, qui nous a raconté cette victoire. Mathilde, c'est bon, il est plus là maintenant, tu peux dire. Non, je rigole. Non, mais c'est cohérent ce que tu nous as raconté Ouais. aussi. Très cohérent. Et pour revenir au match qui va arriver donc contre Le Mans, ce qui va être super intéressant à mon sens, c'est que les deux équipes n'ont pas l'objectif annoncé de monter et sont plutôt très bien placées. Donc en soi, elles vont aborder cette rencontre les deux sans réelle pression. Et par contre, à sa différence, moi je trouve que là, c'est une surprise de retrouver Le Mans si haut, parce que l'année dernière quand même, elles se maintiennent sur la dernière journée, à nos dépens pour Albi, le club dont je faisais partie. Et donc, elles travaillent dans la continuité parce que leur coach est là depuis des années, un peu à l'image d'Antoine d'ailleurs, qui est là depuis maintenant 4-5 saisons au niveau de l'équipe senior. Donc, ça va être intéressant. On a nos chances. Oui, bien sûr qu'on a nos chances, mais il a raison. Le stade de la Qualif, sur leur synthé, il y a du monde. C'est une équipe stable, très agressive. Donc, Son expérience. Ouais, tout à fait. Avec un milieu de terrain, moi j'aime beaucoup leur capitaine, Anaïs Gasnier. Donc, ça va être intéressant. Bon, on suivra ça en tout cas de près en espérant qu'elle nous ramène les 3 points. On a les R1 et les U19 aussi, Vincent. Et oui, effectivement, la R1 qui s'est imposée 5 à l'extérieur à Cœur de Gascogne au foot féminin, doublé de Etienne, but de Legrand, Psy et Lecoq. Le TFC 3e à 5 points du leader, la SPTT Montpellier. Les U19, par contre, elles ont perdu sur un ex-Bristaton ce dimanche contre Saint-Etienne, but de Ferreira Bento. Donc ça ne change pas grand-chose au classement. On sait que de toute façon, les qualifs, c'est râpé. Dernière petite chose sur un news, c'est Pichoun31 qui nous a mis ça sur Twitter. Il y a aussi Agdad qui est sélectionné avec les espoirs de la Roumanie. Parce que oui, ce joueur a un contrat chez nous, ne l'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Bon, on va passer au journal des prêtés, puisque c'est peut-être sa future destination. C'est 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et bien tout à fait, donc bienvenue dans ce nouveau journal des prêtés. Alors vous allez voir peu de blagues cette semaine, l'actualité se prêtait pas spécialement au rire, je vous expliquerai plus tard pourquoi. On va commencer avec Noël Amadi qui n'a pas joué tout simplement ce week-end, pas de match pour son club, le Paris 13 Atlético. On a ensuite Oliver Zanden, donc lui était toujours blessé comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Son club de Randers s'est incliné 1-0 contre Silkeborg. Ils sont toujours 5e du championnat danois. On passe maintenant à Ibi Sissoko, donc toujours lui aussi indisponible suite à son opération. Vous sentez Sympa. C'est pas le running gag. Donc Plymouth a perdu 3-1 contre Blackburn et est toujours 22e sur 24 en Championship. Donc ça sent le chemin de croix qui se continue encore et encore. Donc bon, on lui souhaite quand même un retour dans pas trop longtemps si possible pour lui, même si on n'a pas de durée d'indisponibilité. Pas avant 2025 si j'ai bien compris. J'ai lu à Est-ce que Rooney sera encore là quand il reviendra? Je suis pas Ça, sûr. c'est la vraie C'est question la aussi. question, mais 22 sur 24, la question se pose. Ouais. On passe ensuite à César Gélabert, titulaire, est sorti à l'heure de jeu lors de la victoire 2-0 de Riron contre Burgos. Son équipe est maintenant seconde de Liga DOS à 8 points du leader, le Racing Santander. Mais ça sent quand même plutôt bon pour une montée Voilà. potentielle. Voilà. On pique mes Sparties en direct. Voilà. Tout se passe au plus grand des calmes sur ma droite. En tout cas, quand César Gelabert jouera à la Liga, il fera des feux à tout le monde et qu'il sera le nouveau Trero, je serai là. Tu Et peux on, enchaîner. sera là également pour ne pas en parler parce que ça n'arrivera pas tout simplement. Merci, tu verras. On va passer maintenant à Shutil Hog, donc CTRL-C, CTRL-V, comme chaque semaine son équipe a perdu. Cette fois 1-0 contre Sandefjord et reste plus que jamais lanterne rouge de Tippeligaen norvégienne. Je me suis mis des handicaps, il faut Moi prononcer. j'avoue, c'était chaud. C'est une énorme erreur, parce qu'à défaut de blague, je vais faire des prononciations approximatives. Et on passe maintenant à le highlight quelque part de cette chronique. J'ai nommé Saïd Amoulic. Et encore une bougie soufflée, et encore
Voilà, ça y est, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement son anniversaire aujourd'hui, seul, loin de tous, en Pologne. J'espère au moins que sa maman l'a appelé pour lui souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Donc dur retour à la réalité pour notre faisan adoré qui n'était même pas dans le groupe lors de la victoire 2-0 de Lodz contre le Zagłębie Lubin en championnat. Mais j'ai une théorie, c'est qu'il est toujours bourré en boîte en train de célébrer son match stratosphérique contre une équipe de peintres de D4 polonaise et il s'est dit quitte à se la coller, je reste bourré jusqu'à mon anniversaire. Et je pense qu'il n'est pas redescendu sous la barre des 2 grammes depuis le week-end dernier. Donc son club est toujours 7ème de D1 polonaise, l'Ekstraklasa. Et on espère qu'on aura bientôt de ces nouvelles un petit peu plus positivement. Il y a Fab qui nous demande si par hasard tu vois des nouvelles de Junior Fleming maintenant sur les internets des tours. Non, mais je me tâte à faire un truc où on parle aussi un petit peu des joueurs qui nous ont quittés récemment. Pas les prêtés, ceux qu'on a exfiltrés. Le journal des anciens prêtés, ouais, ça peut être sympa. Exact. Le journal des exfiltrés, ça peut être drôle. Ça peut être drôle, mais est-ce qu'on a le temps? On peut le trouver sur un truc ou deux. T'inquiète, ça se trouvera. N'empêche, on parle plus de temps de Amoulich dans ça que le temps qu'il passe lui sur le terrain. Je pense aussi, oui, je pense, oui.